Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de 100% basket, comme chaque semaine à 18 h et en direct sur ma télé. Comme chaque mardi, j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Greg Lambert. Salut Greg, ça va? Ça va très bien, merci. Bon, ta grand-mère était contente de voir cette chanson la semaine dernière? Oui, Barzotti, très bien, très bien. Fred, il a fait... Elle a fait une petite larme d'ailleurs. Ah bah, une petite danse ou pas? Ah non, et puis... En tout cas, Fred, ça doit lui faire forcément plaisir. Au sommaire aujourd'hui, on va revenir sur la victoire du SQBB vendredi soir face à La Rochelle et par la même occasion met fin à une série de 5 défaites consécutives. On évoquera évidemment l'hommage rendu à Julien Mahé avant et après la rencontre qui va quitter le club, vous le savez, à la fin de cette saison. On verra le résumé du match, un extrait de la conf de presse et on analysera quelques séquences de jeu. En deuxième partie, on parle du Rudy Gobert-Camp qui va fêter cette année son 10e anniversaire. Et pour en parler, Alexis Rambure sera notre invité. Et il est là chaque mardi, il est journaliste à l'Aisne Nouvelle, c'est Anthony Autou. Salut Anto, quelle est la thématique du jour? Je veux vraiment la savoir, c'est le destin. Le destin. Ok, Pourquoi? Dis-moi. Comme vous le savez, je suis un grand fan de Lamberdet pour la Cortez, c'est mon club de cœur. Et depuis quelques mois maintenant, j'ai un deuxième club de cœur, c'est le 51 Basketball, qui va aller jouer sa place, où ça? À Limoges. À Limoges. Et une petite histoire, je suis allé 3 fois à Beaublanc, je n'ai jamais vu Pau perdre. Donc, le destin. Tu vas ce week-end? Vous verrez à 21 h, après la victoire. De toute façon, le film, vous l'avez déjà, hein. On va finir avec on va pas en reparler. Hein. Il avait avancé un plus 40, le film. Bon, bref, il avait peut-être pris quelque chose de pas très légal, mais on va se replonger dans cette émission. J'y serai. Ouais. Et tout de suite, on va parler de Betclic Elite et d'un SQBB qui s'est rassuré. Greg, après que les 3200 supporters aient brandi leur écharpe à l'image de Julien Mahé, ces joueurs ont semblé aussi être un peu bouleversés. Un 15-0 d'entrée qui fait mal. Ouais, ils n'avaient pas mis d'essence dans le réservoir visiblement au départ. Et c'était un petit peu troublant. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet du début de match. Je ne sais pas, Anto était sur place, toi peut-être aussi, qui a fait ça. Mais ça a dû les perturber certainement parce qu'il n'y avait vraiment rien sur le terrain. Ça les a peut-être perturbés, Anto, mais ça peut-être aussi pu avoir une prise de conscience pour eux en disant que ici c'est pas n'importe quel endroit. Ouais, je pense que ça les a perturbés. De toute façon, ça a perturbé tout le monde. Même moi, le premier, j'ai été perturbé, j'avais jamais vu ça. Imaginez-vous une salle entière avec une écharpe, mais c'est surtout quand ils ont commencé à scander le nom, Julien. Ouais. Je dors avec, pour tout vous dire, magnifique. Voilà, les 3200 supporters avaient eu cette surprise d'avoir cette écharpe autour. On se dit, voilà, et je pense que pour Julien, ça a été difficile, pardon Baptiste, pour Julien, mais pour les joueurs aussi. Du coup, ils ont pris ce 15-0, mais voilà, ils ont réussi à faire descendre, il fallait faire descendre un peu la tension. Parce qu'il y avait aussi, pour Saint-Quentin, au bout c'était une défaite, c'était presque terminé pour les play-ins. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mélangées et ça fait que le départ a été compliqué en effet. On rappelle que La Rochelle avait aussi l'infime espoir de se maintenir, mais il fallait gagner à Saint-Quentin. De se maintenir ou de rattraper éventuellement le Portel pour le play-down. Puis jouer les playoffs avec les équipes de Pro B. Voilà, il fallait battre Saint-Quentin, puis battre Monaco ce soir, puis battre Le Mans. Très compliqué, mais oui, après, il y avait aussi 2 joueurs en moins, Dick Beuimour. Donc c'était. Et Sanchez avec une côte cassée, on le rappelle. Et Sanchez avec une côte cassée, donc c'était un peu compliqué. Je pense qu'il y avait beaucoup. N'empêche qu'ils ont attaqué le match de la bonne façon, et ils ont été adroits aussi en début de match, et ça aurait pu passer pour eux. Allez, avant de revenir plus en détail sur ce match, je vous propose de découvrir un résumé de cette rencontre dans un chaudron en ébullition. Encore une fois, mais au final, messieurs, on a passé plutôt une bonne soirée. C'est parti ici à Pierreratte. Vendredi soir, dernier match à domicile de la saison régulière de Betclic Elite pour le Saint-Quentin Basketball, opposé au Stade Rochelais. Malheureusement, la soirée va très mal commencer pour le SQBB, qui va se voir infliger un sévère 15-0 par la lanterne rouge de la division. Cette fois-ci à 3 points, c'est dedans. Après un temps mort efficace et un changement de 5 majeurs, les Saint-Quentinois vont revenir dans la partie face à une équipe adverse décimée par les blessures. Tranquillement. Kabuko avec la planche, pas facile ce tir. Le SQBB va hausser le ton en défense dans le deuxième quart-temps, provoquant des shoots adverses forcés et réussit à n'encaisser que 36 points à la mi-temps. Les hommes de Julien Mahé rentrent au vestiaire avec simplement 5 points de retard. Après la pause, c'est à ce moment que les Saint-Quentinois vont faire la bascule, bien aidés notamment par un Nolan Traoré bien inspiré. À 10 minutes du terme, le SQBB mène 52-45. Attention le dragster, Nolan Traoré. Wood
qui repart à l'attaque avec Pfister pour Charvin. L'extra passe jusqu'à Nolan Traoré. Et c'est dedans! Nolan Traoré, mesdames et messieurs, qui fait un festival. Le Saint-Quentin Basketball ne sera jamais rattrapé. Nolan Traoré va en profiter pour égaler son record de points en un match. Victoire du SQBB, 75-59. Nolan Traoré là. Il ne reste plus qu'un match dans cette saison régulière. Saint-Quentin a encore son destin entre les mains. Mais pour cela, il faudra s'imposer à Limoges ce week-end pour revoir le SQBB à Pirates cette année. Lui aussi à l'été, la victoire de Saint-Quentin, 75-59 pour sa dernière à Pierrat cette saison. Et avec cette victoire, donc Saint-Quentin continue de croire au play-in, mais surtout Saint-Quentin renvoie La Rochelle en Pro B. Et oui, La Rochelle retourne en Pro B. Greg, dans le deuxième quart-temps, on a vu un Saint-Quentin Basketball qui a mieux défendu, qui a poussé à plusieurs reprises son adversaire et à les forcer, des shoots, et à les puiser vraiment dans leurs ressources. Ouais, c'est ça, avec une belle réaction d'orgueil. C'est ce qu'il faut vraiment retenir, je pense, sur ce match-là, mis à part l'hommage au coach. Mais oui, avec une belle réaction d'orgueil, portée quand même par Nolan Traoré, il faut le dire aussi, en mode record aussi, et puis en mode record égalé. En mode vraiment meneur de jeu, qui a vraiment porté son équipe. Après, bon, la prestation globale, peut-être un peu inquiétante, on va dire ça comme ça, parce que tu n'as pas Traoré sur ce match-là, je pense que tu passes à la trappe, clairement. Anthony, Greg l'a dit à juste titre, c'est en seconde mi-temps que Nolan a vraiment passé la seconde. Il a égalé son record perso en Betclic Elite avec 25 points à 10 sur 17, 4 passes d'aise pour 2 ballons perdus. C'est un peu un détonateur de cette victoire. Complètement. Sachant qu'il fait un début de rencontre catastrophique, il est sorti au bout de 10 minutes 10. Il revient sur son second passage et... Il prend une soufflante monumentale. Non, c'est après son second passage qu'il prend. Ou c'est le second passage, ouais. Il prend une soufflante, tu te dis, bon là, et cette soufflante-là, moi, je les ai vus en prendre beaucoup cette année, et très souvent, il n'a pas réussi à se relever. Et là, il revient, il est très fort depuis plusieurs rencontres. Voilà. Ah, il a passé un cap. Passé un cap depuis... je trouve qu'il a passé un cap en 2025 à Galatasaray. Il y a eu la Leaders Cup. Un petit coup de moins bien, mais depuis l'annonce de sa draft, bon, le Mans, il a été monumental et contre La Rochelle, il est vraiment très très fort. Après, c'est quasiment le seul joueur, on va dire, qui a encore quelque chose à prouver sportivement en fait. Là, il y a la draft, les tours de draft sont tombés cette nuit, on sait à peu près dans quelle zone il va se retrouver et dans quelle équipe, mais il a encore des choses à prouver pour monter au plus haut dans cette draft. Et surtout pour arriver en confiance, parce qu'en fait, la draft, c'est le 25 juin, mais il y a le processus, c'est-à-dire il y a des draft combine, il va faire des workouts. Et des entretiens aussi avec les et en fait, tout ça se prépare maintenant en fait. Et c'est bien qu'il ait réussi à relever vraiment la tête parce que il aurait pu s'écrouler et à quelques semaines de draft, ça peut être dramatique. Et ce qui pêchait vraiment sur Nolan Traoré en début de saison, c'était son shoot extérieur. Et c'est vrai que là, depuis 5-6 matchs, il met des tirs de fou en fait, avec des step back, des trucs très très compliqués à faire. Il est rentré dans une autre dimension. Et puis on a retrouvé aussi, surtout, ce qui est très important à souligner, une vraie liaison entre lui et son poste 5. Allez, avant de continuer à en parler, on va voir ce qu'en a pensé Julien Mahé de sa soirée. Lui qui a dû passer quand même par pas mal d'émotions samedi soir entre son arrivée sur le parquet et lorsqu'il l'a quitté très très longtemps après le buzzer final. C'est une victoire qui fait du bien. Pour tenter de jouer une phase finale, un play-in. Donc on verra les résultats du week-end. On pourra certainement quand même aller gagner à Limoges la semaine prochaine, mais on verra bien. Surtout que bon, le match on le débute quand même avec très peu d'énergie, très peu de... mon équipe est quand même difficile à cerner quoi. Donc voilà. Par contre je donnais évidemment beaucoup de crédit aux joueurs pour ne pas avoir lâché. Quand on est mené 15-0 à domicile comme ça, quand on n'arrive pas à marquer un panier, bon. Il y a eu une reprise en main quand même sur la mentalité, sur l'attitude. Voilà. Nolan a été très bon ce soir dans la relance après un premier passage où il n'a pas fait ce qu'on espérait, mais ensuite il a vraiment très bien relevé la tête. Donc, et il a été, je pense, un des détonateurs de la victoire. Je ne cache pas que toutes ces écharpes à 3 minutes du coup d'envoi, c'est pas facile derrière, mais ça, a priori, ça pas que pour moi. Mais voilà, j'ai apprécié énormément de gestes. C'est un hommage
Et les gens qui me connaissent savent que pour moi c'est trop. Mais voilà, c'est comme ça, je suis très heureux. Moi mon objectif c'est de revenir pour jouer un match de play-in ou play-off. Voilà. Je pense que cette équipe en a les qualités, il faut juste qu'on travaille encore plus dur au quotidien parce que hélas ce qu'on a en match c'est quand même un peu ce qu'on a à l'entraînement. Donc j'espère qu'on va avoir de la constance dans le travail pour aller chercher une victoire à Limoges la semaine prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des sourires au retour à l'entraînement. On a des garçons qui ont été chercher la victoire et on est quand même dans un match où ça n'a quand même pas été hyper reluisant. Hein, donc il fallait quand même... voilà, je pense qu'on peut faire tellement mieux. D'ailleurs, voilà, je ne vais pas lâcher, il reste une semaine, on verra bien ce qu'il en sera. Mais pour l'instant, c'est quand même... si je dois avoir une déception, c'est celle-ci, quoi. Greg, malgré cette très très belle soirée, hein, on sent bien que Julien est déterminé, d'une part de gagner à Limoges et d'autre de faire ce qu'on appelle une last dance à Pirate en play-in. Oui, alors déjà gagné à Limoges et ça va pas être évident. Le dernier match, un des derniers matchs à Limoges, c'était contre Paris et ils ont été les 3/4 du temps devant contre Paris qui est premier à l'heure actuelle. Ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais, TJ Short entre autres. Ouais. Donc ça va être très compliqué. Partir avec 15-0, on oublie tout de suite le match. Hein. Donc il faudra attaquer tout de suite dardard le match parce que sinon ça va être compliqué. Anthony, malgré tout, est-ce que ce début de match, on peut dire que c'est un peu symptomatique du SQBB fin de saison? Enfin, depuis la phase de retour. Depuis la phase de retour, je crois qu'ils ont rarement débuté les matchs en étant en tête et en dominant son adversaire. Peut-être Dijon à la maison, où là on a senti une équipe dominer d'entrée son adversaire, mais sinon tu as couru constamment derrière le score et mis en confiance ton adversaire. Parce qu'en fait, être mené en début de match, c'est long un match de basket. Mais le problématique, c'est que tu mets en confiance ton adversaire. Donc, Et Saint-Quentin l'a beaucoup fait cette année, surtout sur les matchs retour, de mettre en confiance. Ils ont fait que ça en fait. Voilà, on va dire les choses, ils ont fait que ça. Et notamment le match à Châlons. Notamment le match contre Châlons, le match contre Cholet, le Mans ça a été. Plus récemment Gravelines aussi. Gravelines, voilà, tu as pris une musique dans le premier quart-temps, tu n'es pas revenu. À Monaco, à Lasvel. Ouais, ce qui est plus normal. Donc voilà, c'est plus normal, mais bon, je veux dire, là tu vas à Beaublanc, comme l'a très bien dit, même si voilà, je ne suis pas fan de cette ambiance, mais quand même une ambiance. C'est particulier l'ambiance à Beaublanc. Ouais, je ne suis pas fan, mais elle est phénoménale. Mais voilà, histoire, voilà. Et puis tu rentres dans cette salle, tu sens le poids d'une histoire. C'est une salle qui pue le basket vulgairement. Ah ouais, ils ont éclaté une bonne paire de fois pour Orthez quand même. Donc, ça fait pas plaisir en tout, ça, forcément. Donc c'est vraiment une salle historique. Quand tu rentres dedans, tu sens as le poids de l'histoire. Et du coup, ce poids-là de l'histoire, les joueurs de Limoges, même si tu n'es pas fan, l'ont aussi. Et ils en ont conscience. Donc ils vont jouer ce match, quoi qu'il en soit. Même s'ils n'ont rien à gagner, rien à perdre. Même si Limoges est maintenu depuis ce week-end, ils vont jouer à fond. Ils vont jouer dardard, comme tu le dis. Ouais, parce qu'en plus, c'est des jeunes joueurs. Et ces jeunes joueurs-là, ils ont peut-être besoin d'être re-signés dans les semaines qui arrivent. Il y a peut-être d'autres joueurs qui ont besoin d'aller ailleurs. Il y a des joueurs comme Nicolas Lang. Nicolas Lang, il n'est peut-être pas plus compétiteur que Nicolas Lang dans le championnat de France. Donc non, ils vont le jouer. Mais si Saint-Quentin le joue, à un moment donné, tu as une équipe qui n'a plus rien à jouer et une équipe qui a tout à jouer. J'espère quand même qu'ils auront envie d'aller gagner à Limoges. Quoi. Dans ce format-là, entre une équipe qui a tout à jouer et une équipe qui n'a plus rien à jouer, c'est le début de match qui compte. En fait. Exactement. Si tu les assommes, si tu leur mets un 10-0 et que tu le gères bien, ça peut passer. Si tu te fais assommer tout de suite, c'est fait. On en reparlera de ce match qui arrive très très vite, ils sont déjà focus, mais on va commencer comme chaque semaine à analyser quelques actions. Et Greg, aujourd'hui c'est toi qui commences avec une belle défense, un ballon récupéré par Jérôme Robinson et c'est Nolan Traoré à la finition. Ouais, donc on peut avancer, donc on va commencer sur une phase défensive, donc on avance avec la rotation défensive avec Robinson, qu'on dit pas trop bon défenseur, mais pour le coup il était bien en place, qui a forcé la passe du joueur de La Rochelle, avec l'aide de l'aide, ce qu'on appelle c'est Oleginzak, je crois. Ouais. Voilà, donc ça récupère et Robinson va pouvoir relancer, donc on peut avancer. Ou Fister peut-être. Ouais. Et donc là, ce qu'on dit ce qu'on dit toujours aux jeunes en fait, c'est de ne pas courir dans le même couloir que le ballon en fait. Donc là, on voit que même si c'est un jeune joueur, Nolan, il s'est bien écarté quand même, assez bien écarté pour pouvoir réceptionner sans faire trop d'acrobatie. Donc on peut avancer. Puis là, ils vont mettre un slip à je ne sais pas qui. Hop là. Hop. Et il termine très bien cette contre-attaque. On va continuer avec la deuxième action et cette fois-ci c'est Anthony qui s'y colle. C'est Nolan qui va initier un système. Loïc va faire le tour de la raquette pour venir trouver Enzo Charvin.
Ça peut tout raconter. On peut quand même la voir, voilà. Nolan monte la balle à l'opposé de Loïc qui va faire une remontée, un swing comme on dit. Tout à droite. Tout à droite, Loïc. Avec ses chaussures voilà, vertes. avec ses chaussures vertes. Il court vite d'ailleurs. Ouais. Boum, il remonte. On peut avancer. Passe à Loïc. Et direct, Enzo monte à l'écran. Il roule. Et là, si on peut stopper, j'aurais quand même aimé pour le plaisir une petite passe lobée là. Parce qu'Enzo, il peut aller chercher ça là. Voilà. Mais on a assuré. Une petite passe à Enzo sur le pick and roll. Une belle feinte. Ça saute. Voilà, 2 points. En gros, ça veut dire. Le panier est accordé quand même. On voit qu'il est retiré, mais il est accordé. Il faut quand même faire beaucoup de distance pour marquer un panier quand même au basket. Hein. La troisième, Greg, je ne vais pas trop la teaser parce qu'Anthony ne va pas être content. Non, Nolan au début, chef. Nolan à la fin. Allez. Voilà, il ne peut pas être plus clair et plus précis et plus concis. Donc Nolan qui va aller prendre le couloir dans l'aile. Okay, donc quand il n'y a personne dans l'aile, on peut lancer le système directement dans l'aile, on peut avancer. Donc là, il va se positionner à 45. Voilà. Et puis bon, là, on voit le couloir central qui lui est souvent donné à Nolan, notamment sur cette phase. Et sur sa main gauche surtout. Et sur sa main gauche. Donc là, on peut avancer. Il n'y a rien de vraiment spectaculaire, mais voilà, c'est le but, c'est de dire que Nolan a quand même beaucoup des responsabilités, qu'il a la carte blanche pour pouvoir attaquer l'intervalle et attaquer le centre de la raquette. Le centre de la raquette, ça lui permet de finir à droite, à gauche, faire des passes à droite, à gauche. Il a vraiment tout le pouvoir au niveau du ballon. Et comme c'est un joueur qui est assez grand, il va aller chercher un petit teardrop à la Tony Parker. En fait, ça, c'est des nouveautés qu'on a vues dans le jeu de Saint-Quentin depuis quelques temps, depuis qu'ils sont, on va dire, en crise de résultats. Je trouve qu'il y a moins de jeux arrêtés. Et il laisse beaucoup plus de liberté à ses arrières. On voit souvent Nolan, Lucas ou même Robinson monter la balle à 45, annoncer directement un pic direct pour essayer de mettre un peu plus de vitesse dans le jeu. Ça permet de ne pas avoir des systèmes stricts voilà. Et puis de pouvoir, quand tes systèmes un peu figés, stricts, comme on a vu avec Schwartz, ne fonctionnent pas, au moins tu as un petit peu de jeu avec le... La quatrième, Anthony, c'est pour toi, mais c'est pas vraiment une analyse parce que je voulais surtout avoir votre avis s'il y a faute ou s'il n'y a pas faute sur cette action. Tu vois, ouais, j'ai aimé, on va la regarder. J'ai adoré, moi. On va la regarder, on va la dérouler. Tiens, Anthony, vas-y, donne le Allez, top. On peut top la vachette, on peut monter. Donc, Nolan va aller marquer, si je ne me trompe pas. On peut avancer. Nolan, il va tout seul. 3 points. Et c'est là que la salle s'enflamme. Et là, on peut zoomer. Zoomons. Voilà. Petit kawan, comme on aime. Bon, ça y est, pour moi, ça y est pour moi. Un petit kawan des familles entre Dominique, qui est souvent quand même dans la bagarre, et Sanchez. Bon, Anto, il y a faute ou il n'y a pas faute? Il y a faute quand même. Il y a faute. Il y a faute, mais pour le geste, après, il en rajoute quand même pas mal, Sanchez. Je ne sais même pas s'il y a faute. Greg, est-ce qu'il y a faute pour toi? Oui, il y a faute. Après, la nature de la faute, aller mettre une antisportive là-dessus, pour tout dire, il y a eu le challenge, on a entendu les arbitres discuter. Et ils ont justifié que les joueurs s'étaient entrelacés les bras et ils ont simplement voulu arrêter le câlin et que le critère antisportif n'était pas respecté. Donc, mais je crois qu'il n'y a même pas eu de faute. Hein. Il n'y a rien eu. Non. Le jeu a été remis après le panier. Le truc, c'est qu'en fait, ils se sont chacun séclés de bras. Et après, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Hein. C'est comme une bagarre. Ouais, j'avoue, j'ai quand même un peu peur pour la cote de Jérôme Robinson Jérôme Sanchez parce qu'il jouait avec une cote cassée. Alors le pauvre Cyr tombé sur le plexus. Il l'aurait senti pas faire. Mais là, après, même, il va se frotter quand même à un moment donné. Moi, je ne vais pas me frotter dans la raquette. Vous savez, Dominique, je pense que lui, contre les tu vois, un gorille contre 100 Dominique, là, par contre, je pense que ça peut être égalité, ou peut-être que Dominique peut gagner. Allez, messieurs, juste avant de parler de cette dernière journée de Betclic Elite, on va aller vite. On va, par contre, revoir les images de la célébration en l'honneur de Julien Mahé. Anthony, c'était forcément fort en émotion. On regarde et on en parle juste après. C'est la vie, c'est comme ça. Ce que je veux retenir, c'est qu'on a vécu une aventure absolument extraordinaire qui a commencé en février 2020, où le club était avant-dernier de Pro B. Et voilà, le chemin parcouru il est absolument extraordinaire, exceptionnel, c'est le rêve pour tout coach. Oui, évidemment, c'est une soirée très riche en émotions. Après,
Bon, le plus important déjà c'était de gagner le match parce que on a envie de revenir. On n'a pas envie que ce soit le dernier match, donc on a envie de revenir encore sur un match de play-in, voire de play-off. Donc voilà. Surtout que le début a été pour le moins difficile. Quand on démarre le match avec 15 points de retard immédiatement, c'est difficile. Voilà. Voilà, après l'hommage qui m'est rendu est extraordinaire. Je partirai avec. Voilà, on a vécu une aventure humaine extraordinaire. Voilà, partir du fin fond de la Pro B, aller jusqu'en play-off de Pro A, faire la Coupe d'Europe. Et puis une ambiance. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair et dans la tête de tout le monde que c'est le meilleur public de France. Donc ça a été un vrai plaisir, mais c'est pas encore fini. Mais de coacher devant ce public fabuleux. Je viens de voir Anthony qui vient déçu. Ah, j'ai plus tard Michette, mais bon, voilà, c'est l'émotion. Moi, je suis un émotif. Hein. Moi, il m'en faut peu. Hein. Allez, des émotions, on va encore en avoir ce week-end parce que. Juste une chose, la vidéo est belle. T'as fait du beau boulot. Merci, c'est gentil. Du coup, tu m'as fait perdre le fil de l'émission. Des émotions, on va en avoir et on va commencer par les différents scénarios qui peuvent se dérouler ce week-end. Anthony, tu as sorti la calculette, tu as bossé comme un dingue ce week-end pour vous présenter justement ces 4 options. Et on va commencer par la première. Si le SQBB se qualifie en play-in et qu'il s'impose contre Limoges, il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte. Tout à fait. Déjà, Dijon joue ce soir à Paris. Donc, il faut déjà espérer que Dijon perde à Paris. Puis, que Dijon perde à Villeurbanne. Et ensuite, que Nancy perde à Paris dimanche. Il y a aussi un Chalon-Monaco qui rentre ensuite dans l'équation, mais ça, peu importe. Donc là, Saint-Quentin sera 8e. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un mini-classement. Donc, entre 3 ou 4 équipes, si Chalon rentre avec Saint-Quentin dans l'équation. Et vu que Saint-Quentin a battu 2 fois Dijon et 1 fois Nancy, donc on est à 3-3, Nancy est à 2-4 et Dijon est à 3-3. Chalon serait à 4-2. Donc en fait, on a le goal average sur Dijon, donc on serait 8e. On serait 8e, mais on peut être également 9e. Greg, tu vas nous présenter le deuxième scénario possible. Si le SQBB bat Limoges, il faudra que Nancy aille gagner à Paris. Oui, bon, ça c'est dans la 4e dimension. Mais non, après l'avantage de cette année, oui, donc c'est ce tableau-là avec la victoire de Nancy à Paris, mais bon, ça, compliqué. Que Dijon perde à Paris et à Lasvel, c'est probable, on va dire, très probable même. Maintenant que Nancy a gagné à Paris, alors que tout est encore joué en haut, en fait. Ouais. Paris doit gagner, Lasvel doit gagner. En fait, Paris doit gagner pour finir premier. Voilà, Monaco doit gagner. Donc ils doivent être en haut du classement pour avoir l'avantage du terrain sur le play-off. Ils doivent tous gagner, en fait. Donc c'est là où il y a un scénario vraiment unique, en fait, cette année. Ça, c'est de la 4e dimension selon Greg. Il y en a encore un 3e. C'est Anto qui va nous le présenter. Le SQBB pourrait être 10e en cas de victoire à Limoges avec 2 paramètres qui complète ce scénario. Ouais, en fait, tu seras 10e si Dijon gagne un match. On va pas. Ça sert à rien d'un truc. Voilà. Si Dijon gagne un de ces 2 derniers matchs, ben, malheureusement, tu ne pourras finir que 10e parce que même si tu es égalité avec Nancy, ben, tu n'as pas le goal average sur eux. Donc ben, tu seras 10e et tu iras jouer le 9e en mardi prochain. Il y a un 4e et dernier scénario. Si le SQBB vient malheureusement à perdre à Limoges, il faudra compter sur la rencontre Gravelines-Strasbourg. Hein. Ouais, de la défaite de Gravelines à Strasbourg, qui paraît aussi assez improbable, parce que Strasbourg, même s'il finit à domicile, n'a plus rien à jouer, en fait, clairement. Donc, est-ce qu'ils vont aller avoir le couteau entre les dents devant leur public? C'est un gros public aussi, hein. Je crois que c'est 8000 personnes à Strasbourg. Donc, ça peut les pousser à gagner contre Gravelines, mais Gravelines a beaucoup plus d'enjeux. Et puis Gravelines est en forme en plus en ce moment. Ils sont sur une bonne dynamique. Ouais. Donc, faut pas perdre à Limoges, concrètement. C'est ça. Messieurs, rapidement, avant la fin de cette première partie, vos pronostics, et je vais commencer par Anto.
perd pas à Limoges. Voilà, c'est. Oui, mais moi je me rappelle d'un pronostic récent, plus 40 la semaine dernière. Ouais, mais j'avais pas anticipé les écharpes. Moi, on m'a pas dit aussi. S'il y avait les écharpes, j'aurais dit plus 15. Mais là, donc, voilà. Non, on va gagner à Limoges de 12 points. Ok. 22-70. Greg, à toi de te mouiller? Ouais, une victoire de Saint-Quentin également, mais moins de 12 points à l'arrache, aller à 5 points. Et même 1 point, on prend. Allez. Ouais. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette première partie. Merci beaucoup, Anto, d'avoir été à nos côtés ce soir, mais également pour ta participation depuis plusieurs semaines. C'était ta dernière avec nous cette saison sur ce plateau, puisque un heureux événement va très bientôt pointer le bout de son nez de ton côté. Tu nous en parles 2 secondes? Ouais, j'en parle. Je vais être papa d'une petite fille, donc ça arrive, on espère, après la victoire à Limoges. Donc du coup, voilà. Donc moi, je tenais d'abord à vous remercier à tous les deux de m'avoir accueilli. Je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Et j'ai passé vraiment une bonne saison, en espérant qu'elle ne soit pas terminée et que je puisse vous regarder mardi prochain et notre mardi. En tout cas, tu nous fais un petit SMS quand t'es papa une nouvelle fois. Hein. Ouais, et je vous ferai aussi un SMS quand ils seront en finale. Ouais, bon ça. Alors, la petite fille, je vais bien y croire. Ton scénario, un peu moins. Okay. Greg, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à Anthony, peut-être? Félicitations déjà. Ah, merci. C'est l'essentiel et c'est le plus beau dans la vie. Après, le prénom, j'espère. Je peux le teaser, ça s'appellera William Pfister. Non, c'est pas vrai. Enola. Enola au tout, et j'espère que. C'est plus qu'un teaser, ça. J'ai tout dit. Voilà. Allez, merci beaucoup, Anthony. On reste en contact. Vous n'avez pas mon écharpe? Non. Pardon. Enola. On n'avait pas le prénom. On va t'en faire une. Ah, mince. Mais nous aussi, on n'a pas le paramètre en compte, c'est pour ça. Ah oui. Greg, tu restes avec moi dans quelques instants. On va recevoir Alexis Rambure pour parler du Rudy Gobert Camp qui va fêter cette année ses 10 ans. On tourne une page de pub et on se retrouve juste après. À tout de suite sur ma télé. Ciao, Anto. De retour dans 100% basket pour cette deuxième partie où dans quelques instants on va parler, Greg, du Rudy Gobert Camp qui va fêter ses 10 ans dans quelques semaines. Alexis va nous rejoindre en plateau dans quelques instants, mais on va changer le cours de l'émission, c'est du direct, c'est ça aussi. Et on va commencer par parler basket région parce qu'on a de bonnes nouvelles, devrais-je dire, à partager avec nos téléspectateurs. Et on va commencer par Gricourt et la R2. Ouais, la R2 de Gricourt qui jouait son premier match de qualification, on va dire ça, de play-off. En fait, ils ont été gagnés à Neuville-en-Ferrain de 1 point. Juste un petit 71-72. Hein. Ouais, c'est ça. Juste un petit point qui suffit à aller d'avoir cette victoire-là précieuse quand même avant le match retour qui aura lieu samedi soir. Contre Neuville-en-Ferrain, d'accord. Ça devait être dimanche après-midi, mais finalement Gricourt a demandé à jouer le samedi soir, parce que c'est sûrement leurs habitudes. Ouais, comme ça, traditionnellement le samedi soir. Et donc là, obligation de gagner pour passer au-dessus et puis essayer de monter après. Alors, juste pour passer au-dessus, Greg, est-ce que justement il faut un goal average ou ça ne compte pas? Si, automatiquement. De toute façon, là, 1 point, ils sont obligés de gagner. Donc, ils perdent de 1 point ou de 2 points, ils ne passent pas. Donc, il y a toujours une grosse ambiance à Gricourt. On sait que c'est un match à enjeu. C'est un match direct parce que tu perds, c'est terminé. Donc, forcément, Fabien Bidard et ses joueurs sont plus que motivés, même s'ils ont eu du mal à entamer le match à Neuville-en-Ferrain. Ouais, c'est ça. Ils ont eu cette petite entame un petit peu compliquée avec un joueur d'expérience en face, 38 ans. Donc, comme quoi, 38 ans, on peut encore jouer au basket. Et un joueur intérieur qui leur a fait mal et qui a mis 25 points. Et donc, ils ont eu cette force de revenir dans le match et puis de l'emporter. C'est une très jeune équipe, hein, on en avait parlé. Gricourt, beaucoup de joueurs ont moins de 20 ans. Donc, mais par contre, ils ont la dynamique qui est avec ça, la grosse défense. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de monde à Gricourt la semaine prochaine, samedi, pour gagner. La deuxième bonne nouvelle, elle nous vient des U18 du SQBB JSC qui sont délocalisés en Alsace ce week-end, mais ils sont revenus avec une bonne nouvelle, Greg. Voilà, ils ont joué leur match de triangulaire pour accéder au Final Four de poule basse, pour être champion de France poule basse. Et donc là, ils vont pouvoir essayer de gagner ce titre-là, qui est un titre vraiment important, donc, et puis que ça rentrera au palmarès de Saint-Quentin. Donc c'est l'équipe de Christophe François et Jérôme Lavallée qui sont venus sur le plateau et qui avaient présenté un petit peu cette équipe-là. Donc là, ils continuent leur petit bonhomme de chemin et puis on leur souhaite bonne chance. Donc ça va être à Sainte-Savine. Sainte-Savine, alors tu sais où c'est? En France? En France. Ah, ça, j'en suis persuadé. Et ça sera exactement dans 15 jours. Dans 15 jours.
Ils vont jouer contre d'autres équipes. Il y aura également Chalon, contre qui ils se sont inclinés l'après-midi, mais le match n'avait plus d'importance. Il y a Orléans et, il me semble, et Bordeaux. Un truc et Bordeaux, c'est ça. Donc c'est quand même assez relevé. Mais bon, Saint-Quentin, en arrivant là, ont peut-être leur chance également. Ouais, ils ont leur chance, bien sûr. Il y a beaucoup de joueurs qui aussi jouent en espoir, dans le championnat espoir, qui ont gagné également contre La Rochelle ce week-end. Donc oui, ils ont pleinement leur chance, avec beaucoup de dynamisme également, un jeu varié et puis plaisant à voir. Donc voilà, ça va être un bon challenge pour eux. Alexis arrive dans quelques instants en plateau, mais on aura la semaine prochaine la chance, Greg, d'accueillir sur ce plateau de 100% basket un très jeune retraité, Benoît Gillet, qui d'ailleurs dispute dans quelques instants son dernier match professionnel d'une longue carrière. À 38 ans, il arrête et on aura la chance de l'avoir. Benoît qui a aussi marqué, on le sait très bien, l'histoire du SQBB avec notamment 2 montées à son actif. Ouais, 2 montées et puis un rôle de capitaine vraiment bien rempli, avec toujours exemplaire. Même s'il commençait à prendre de l'âge, c'était quasiment le joueur qui jouait le plus en Pro B. C'est vrai. Donc ça montre aussi qu'il était hyper important sur le terrain. Et il avait un petit peu ce rôle-là également du côté de Denain. Et voilà, de 20 ans, je crois, 20 ans de carrière, c'est beau. Beaucoup en Pro B et Hénin. Mais voilà, c'est vraiment une très très belle carrière et puis un super mec, quoi. Et d'ailleurs, ce soir, lors du match Denain ex-Maurienne, un hommage lui sera rendu également après le coup de sifflet final. Et nous, on aura des images parce que juste après l'émission, moi, je prends la route de Denain pour aller assister à cette belle soirée en l'honneur de Benoît Gillet, et on aura les images à partager avec vous la semaine prochaine. Alexis, pas mal de supporters également. Pardon ? Pas mal de supporters et pas mal d'anciens, de supporters récents du SQBB et de Saint-Quentinois qui vont faire le trajet pour aller voir ce match de Denain contre ex-Maurienne. Équipe d'un ex-Saint-Quentinois, je te pose la colle. Ex-Maurienne, je dirais Jones peut-être. Non, il a signé à 3 ans hier. Ah, je sais pas. J'aurais dit Quincy Jones, mais... un pur produit Saint-Quentinois. Un pur produit Saint-Quentinois ex-Maurienne, comme ça, non. Il a joué en Cadet France à Saint-Quentin. Ah oui, carrément. Ouais. Kamel Amour peut-être. Exactement. Bonne réponse de Greg Lambert, oui, effectivement. J'ai gagné quoi? Le droit de revenir la semaine prochaine. De l'amour. Wow. C'est Anthony qui a déteint sur toi. Ouais, c'est ça. On attend justement Alexis. Est-ce que tu as d'autres infos peut-être à nous donner avant qu'il nous rejoigne? Oui, on peut dire que les minimes, les U15 de Saint-Quentin ont terminé leur championnat ce week-end par une défaite honorable, on va dire, contre l'équipe de Nanterre de 23 points à domicile. C'était un match où Nanterre avait tout à jouer parce qu'il devait gagner à Saint-Quentin pour essayer de jouer le Final Four, avoir une dernière chance de jouer le Final Four en U15. Donc on pensait vraiment qu'ils allaient en prendre 50 concrètement. Et puis c'était une défaite de 23 points, donc relativement honorable pour les joueurs de Félix Corban et de Yoann Dudbou qu'on a aussi reçus sur ce plateau. Et on aura aussi des images de Gricourt, je ne l'ai pas dit, de Gricourt Neuville-en-Ferrain la semaine prochaine. Nos équipes feront le déplacement. Alexis Rambur vient de nous rejoindre. En fait, c'est parce que, pour tout vous dire, il rentre de Grèce. C'est ça, Alex? Salut. Exactement. J'étais en Grèce, à Athènes, pour le Final Four de la Basketball Champions League. Merci à toi d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. On ne va pas parler de la BCL, mais on va parler du camp Rudy Gobert qui va fêter ses 10 ans cette année. Exactement, ouais, tout à fait. C'est 10 ans, ça a commencé en 2015. Et donc c'est notre 10e année, une année anniversaire qu'on va essayer de faire un peu spéciale. On va essayer de marquer déjà 2 semaines de camp pour répondre à un maximum de jeunes. On a énormément de demandes, donc ce sera au total environ 350 jeunes qui vont pouvoir participer, âgés de 11 à 17 ans. Et ensuite un beau match de gala le 12 juillet au Palais des Sports. On en reparlera tout à l'heure de ce match. Alexis, il y a 10 ans, comment l'histoire du Rudy Gobert camp est née? Écoute, c'est très simple, c'était 2015, donc sur la saison 2014-2015, je reviens à Saint-Quentin pour occuper le poste de manager général. Et il y avait un jeune stagiaire à l'époque qui travaillait dans le club du SQBB qui s'appelle le Baptiste Piécaz. Et donc moi j'avais déjà organisé les camps de Tony Parker depuis une petite dizaine d'années. Et donc justement je te dis à l'époque, écoute, moi j'aime bien quand on organise un camp qui est un petit storytelling. Et voilà, Rudy vient d'arriver en NBA. Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas un camp ici à Saint-Quentin? Et donc toi, tu lui en touches 2 mots et ça se fait super rapidement. Moi, je connaissais Rudy pour avoir joué contre lui à l'époque en Pro A quand il débutait à Cholet. Et let's go, c'est parti. Donc première édition, c'était une belle histoire et Rudy a tout de suite adhéré, quoi. Exact. Greg, tu veux peut-être rajouter quelque chose?
Alors, dans le camp Rudy Gobert, il y a Rudy Gobert. Et on peut juste dire qu'il est encore en cours de play-off, là, il est en plein dedans. C'est chaud. Est-ce que vous avez des nouvelles, vous, de lui, comment il se comporte en play-off Est-ce que vous avez des contacts avec lui régulièrement? On a des contacts réguliers, mais Rudy, quand il rentre en play-off, il rentre dans sa bulle. Il ne connaît plus personne. Non, franchement, et c'est tout à son honneur. Il est 100% focus, et nous, de toute façon, on sait très bien qu'on ne va pas le déranger. Et il est en pleine série, il mène 3-1 contre Golden State, donc normalement déjà il va se qualifier pour les finales de la conférence Ouest, c'est assez incroyable. Donc voilà, on va peut-être avoir un champion de conférence, voire un champion NBA de retour à Saint-Quentin. Ce serait beau quand même. Bah, ce serait incroyable, et il y a une fenêtre à jouer là, j'ai l'impression. Donc l'histoire nous le dira. Et avant de continuer de parler de la montée en puissance et de la professionnalisation de celui-ci, on va revoir Alex et Greg quelques images de l'édition précédente en 2024. On regarde, on replonge dans les archives. c'est la 9e année qu'on est ici à Saint-Quentin pour faire les camps de Rudy. Super édition qui se prépare, 190 jeunes qui viennent de partout en France et même au-delà. Donc on a hâte, ça va être une belle édition, plein de surprises et ça va être de nouveau plein de rebondissements. C'est pour toi, je viens faire un camp de basket pour m'amuser toute la semaine. Je l'ai vu sur Instagram déjà et je sais pas, je suis passionnée de basket et je pense que pour m'améliorer, faire des camps c'est ce qui peut nous aider au maximum à nous améliorer. Bon là je suis un peu stressée juste pour savoir comment ça va se passer. Après l'accueil il est bien, ça a l'air bien, c'est bien organisé donc je pense que ça va bien se passer tout au long de la semaine. Ça fait la 3e année que je viens. Et ouais, c'est un peu un rituel. Il y a un bon niveau, il y a beaucoup de compètes et ça permet de bien s'améliorer à chaque année. C'est une chance surtout qu'on a Rudy et tout. Et puis ouais, il y a une bonne organisation et tout le monde est très sympa. C'est la première fois que notre camp va permettre à de jeunes arbitres de se lancer sur le niveau départemental, le premier échelon de l'arbitrage, et de sortir en une semaine avec un diplôme qui d'habitude se passe en un an entier. Donc ça va être à base de formation théorique le matin, en salle, avec des exemples concrets, et l'après-midi de la pratique sur les terrains. Ils vont aussi participer à certains entraînements pour appréhender aussi le jeu. Et après, en fin de semaine, ils ont tous un examen et un diplôme. Voilà, c'était une très belle semaine tous ensemble une fois de plus. Donc on est vraiment très satisfait de cette édition. On avait à chaque fois des blocs d'entraînement, des fondamentaux individuels le matin, fondamentaux collectifs l'après-midi et ensuite beaucoup de rencontres, des matchs pour que les jeunes s'affrontent les uns contre les autres et prennent du plaisir. Le mercredi on coupe un petit peu, on part en ville, on fait de l'acrobranche, on va à la plage d'Île pour recharger un petit peu les batteries et puis après jeudi et vendredi ce soir les grandes finales. On a 8 nationalités représentées ici et ça c'est aussi une vraie fierté. Les 10 ans l'année prochaine, donc c'est une date anniversaire, donc forcément il va y avoir de très belles choses qui vont se préparer toute l'année avec la ville de Saint-Quentin pour pouvoir voilà, fêter ces 10 ans. C'est un milestone comme on dit qui est assez sympa dans les camps. Il n'y a pas beaucoup de camps non plus qui tiennent aussi longtemps. Et donc voilà, le Rudy Gobert camp, ce sera 10 ans l'année prochaine ici à Saint-Quentin. Alexis, avant d'en arriver à ce résultat, il y a forcément beaucoup de travail lors des éditions précédentes et pour les avoir presque toutes suivies à vos côtés, on l'a vu, cette montée en puissance, cette structuration du camp. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. La preuve en est, le nombre de demandes d'inscription qui continue à croître. Nous, là, c'est un gros travail avec la ville de Saint-Quentin, avec tout le personnel de l'espace scolaire de Condorcet, donc que je profite justement pour remercier, parce que c'était la mise en place, apprendre à se connaître, apprendre à travailler, apprendre eux aussi de leur côté à accepter notre projet sur une période où d'habitude l'espace scolaire est fermé. Donc voilà, c'est plein de choses, ils ont appris à nous faire confiance également. Et nous, à respecter un petit peu les règles de cet espace scolaire qui se prête vraiment bien au jeu. Et après, de notre côté, forcément, d'une année à l'autre, tu étoffes ton staff, tu as des personnes qui connaissent et qui s'approprient l'événement. Et ça, c'est hyper important parce que des fois, j'ai l'impression des journées, je revois mon équipe juste le soir pour le débrief et j'ai eu quasiment rien à faire, quoi. Tout le monde s'est approprié et j'ai beaucoup de jeunes dans mon staff maintenant qui ont fait les camps aussi en tant que stagiaires. Et c'est là que tu vois aussi l'évolution des gamins que tu as connus comme Trois Pommes à genoux et qui maintenant qui intègrent le staff. Exactement, et ça c'est super parce que finalement ils connaissent peut-être même mieux que moi l'événement, ils connaissent l'INSAD et ils savent aussi
les petits tours qu'ils ont pu me jouer sans que je sois au courant quand ils étaient stagiaires. Et donc du coup, les stagiaires qui arrivent, maintenant, ils ont affaire à un staff expérimenté. Ouais. Là, juste à côté de toi, on revoit des images des années précédentes, ça c'était en 2018, mais ce camp, il est à l'image de Rudy. Bon, là, on est en play-off NBA, mais comment vous travaillez en collaboration tout au long de l'année, parce que lui aussi a forcément son mot à dire. Ouais, complètement. Lui, en effet, il veut que ce soit un camp un petit peu à son image, dans l'éthique de travail, dans la charge de travail aussi. On fait attention, évidemment, on coupe la semaine, on a des kinés, on a un staff médical. Mais voilà, les jeunes qui viennent, on veut vraiment essayer de voir une progression pour eux. Donc, il y a beaucoup de basket. Le staff également, on est vraiment exigeant avec Stéphane Borin qu'on voit là, qui est le directeur technique du camp. Donc il y a tout cela et aussi après la partie image sur laquelle aussi Rudy a son œil. À chaque fois qu'on sort des visuels ou qu'on lance une communication, que ce soit sur Instagram ou autre, toujours un petit échange de messages, ça te va, ça te plaît. Si lui ne peut pas répondre, on passe par son agent. Donc non, c'est un suivi à l'année et c'est le camp Rudy Gobert. Et donc la base, c'est qu'il soit avant tout présent. Donc sur toutes les éditions, il est toujours venu, à part l'année dernière qui était une année. Il y avait une bonne raison. Année olympique. Donc lui a vraiment attendu jusqu'au dernier moment pour voir s'il pouvait se libérer de l'équipe de France. Mais le problème, c'est que maintenant, quasiment tous les joueurs de l'équipe de France ont aussi un camp. Et donc là, à ce moment-là, le staff lui a dit qui va sortir. Je dis, si on donne une journée, ils vont tous vouloir demander la même chose. Alors, ça m'a fait rire un petit peu parce que dans le reportage, tu parles de recharger les batteries. Bon, je connais un petit peu le principe, mais en gros, on voit aussi les entraîneurs partir à 200% et arriver rapidement vers les 0% parce qu'ils sont rincés en fin de camp. Il y a énormément de charge de travail, je crois, sur les débriefs, la préparation des entraînements, c'est énormément de travail. Complètement, ouais, bien sûr. T'as le staff technique, donc les entraîneurs qui ont des longues journées. Nous, on veille à ce que dès qu'il y ait des temps morts où les jeunes ne sont pas sur les terrains, ils sont pris en charge après par un staff de jeunes BAFA, diplômés BAFA, pour essayer justement de garder de l'énergie chez les coachs. Mais voilà, les derniers matchs terminent vers 22 h. Derrière, ils sont en débrief. Derrière, on veut aussi que ce soit festif, donc ils prolongent un petit peu le débrief, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais non, mais voilà, c'est un petit peu la blague. Mais au final, ouais, c'est vrai que c'est une sorte de demande d'investissement pour chacun, de manière à proposer le meilleur camp possible aux jeunes. Et d'ailleurs, d'une semaine à l'autre, là, on va faire donc 2 semaines. On va essayer de changer un petit peu aussi des personnes dans le staff, dans le coaching staff, parce que voilà, faire 2 semaines, enchaîner 2 semaines, ça doit être chaud, ouais. C'est difficile. Alors, tu parles de 2 semaines, pourquoi? Alors, parce que tu as une catégorie et après une autre catégorie, ouais, c'est ça? Exactement. On a les plus jeunes qui débutent, donc comme je disais tout à l'heure, on va dire 11-14 ans, et après les 15-17 qui font la 2e semaine. D'accord. Bon, qui dit 2 semaines, contrairement aux années précédentes, c'est 2 fois plus de travail, de préparation en amont, ou on prépare une semaine comme on en prépare 2? Non, on va dire que toute la partie logistique, tu peux faire un copier-coller, tout simplement. Après, c'est plus toute la partie, comme je disais, ressources humaines, où tu vas te doubler quasiment le travail, et toute la partie administrative, ouais, qui est forcément plus lourde. On l'a dit, c'est un camp à l'image de Rudy, mais justement, quelles sont les valeurs que vous voulez prôner au sein de ce Rudy Gobert camp? Savoir vivre, savoir être. Je pense que c'est hyper important, c'est des valeurs qui tiennent vraiment beaucoup à Rudy, dans l'échange, dans le partage. Truc tout simple, hein, c'est le téléphone, pas de téléphone à table. Même sur les plus jeunes, on va veiller à avoir juste un temps où ils ont leur accès à leur téléphone dédié, mais le reste du temps, déjà tu n'as pas beaucoup de temps à toi, hein, tu es sur les terrains et on veut qu'ils échangent, qu'ils apprennent à savoir d'où viennent les autres. Chacun ne reste pas dans son coin. Complètement, et on y est très vigilant. Et nous, ce qu'on adore, c'est justement voir tous ces échanges, de voir on a des jeunes étrangers qui ne parlent pas la langue, donc d'autres qui baragouinent un peu anglais, qui essaient de se mettre à leur table. Moi, je pense que c'est ce qui crée les meilleurs souvenirs, ça, et les matchs, et après la cerise sur le gâteau quand Rudy vient et fait son partage d'expérience et essaie de leur montrer la voie. J'ai même souvenir que l'année dernière, il y avait des jeunes d'Hawaï qui sont venus de Saint-Quentin et qui venaient retrouver leurs cousins qui venaient de New York, je ne me trompe pas. Ouais, c'est incroyable cette famille. Hélas, là, il y en a 2 dans la famille qui ont plus de 18 ans, ils ne seront pas là cet été, mais je leur fais un petit clin d'œil parce que c'était sympa de voir ça. Ça venait d'Hawaï, ça prenait un cousin à New York, ça en prenait 3-4 autres en Bretagne. Et une famille à Saint-Quentin. Voilà, c'est la grand-mère qui leur payait ça tous les étés parce que les gamins étaient fans de Rudy. Donc tu as un plan de secours à Hawaï. Si tu veux aller à Hawaï, tu sais où aller. Exactement. Alex, une journée type sur le Rudy Gobert camp, c'est quoi? Complètement, on a le réveil entre 7h et 8h, petit déjeuner à 8, on lance après le réveil musculaire à 9h, soit sur les terrains extérieurs, soit en salle en fonction de la météo. La matinée est vraiment consacrée au développement
uniquement des fondamentaux individuels, où là, sur la semaine, on a le temps de passer vraiment tout en revue. Début d'après-midi, on fait du pré-collectif, collectif, en fonction du niveau de chacun. Et après le goûter, on lance les matchs, le fameux championnat NBA, qui débute avant le repas du soir, qu'on prend généralement vers 19h, et qui termine après entre 20h et 21h. Et au début de la semaine, il y a une draft. Tout à fait, une draft. Cette année, petite nouveauté, on va même faire une draft combine. Donc c'est en fait différents ateliers qui vont permettre aux jeunes de se mesurer vraiment individuellement avec leur technique, leur qualité aussi athlétique, un petit peu ce qui se fait en NBA tout simplement. Et le soir, à chaque fois, on les emmène dans l'amphithéâtre et là, on organise une vraie cérémonie avec le numéro 1 de la draft, la remise de la casquette officielle. Justement, l'amphi, on le voit là. Exactement, super bel amphi, tout neuf, qui a tout juste 2-3 ans. Et où on accueille Rudy aussi, où il fait à chaque fois son fameux question-réponse. Alexis, il y a l'aspect basket dans ce camp, mais depuis quelques années, vous avez aussi mis l'accent sur d'autres formations. Je parle de l'arbitrage et du coaching. Tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, évidemment. On a réussi, comme tu le disais, à améliorer le camp d'une année à l'autre. Donc, c'est tisser des liens avec le comité départemental de basket, avec la ligue régionale, pour réussir à avoir des formations diplômantes pour soit des jeunes coachs, soit de jeunes arbitres. Et les chronos après, il faudra une formation pour les exactement, pour les OTM. Oui, mais t'inquiète pas, c'est dans les tuyaux. Il ne fallait pas le dire, c'était pour la 11e année. Non, mais Stéphane m'en a déjà parlé. Et c'est bien, c'est du staff en plus qui permet de professionnaliser et justement de ne pas solliciter tes coachs pour refaire encore de l'arbitrage, de la table de marque. Et, comme tu le disais, c'est mieux de pouvoir faire appel à un autre staff qualifié et encore plus quand on peut former des jeunes. Donc on dit 10 ans cette année, il y aura forcément un événement exceptionnel qui aura lieu le samedi 12 juillet au Palais des Sports. Tu peux nous en parler? On va voir le visuel là dans quelques instants à côté de toi. Complètement, on a voulu faire un petit clin d'œil, un petit événement assez sympa, donc réunir autour de Rudy d'anciens joueurs du SQBB et certains joueurs même encore en activité, avec Giovanni qui nous a donné son accord notamment. Et de l'autre côté, voilà, un peu la team des copains de Rudy, des influenceurs. On a Ragnar Le Breton, on a Briscoe ou Psydia. Donc voilà, plein de personnes que sur les réseaux je ne connais pas parce que je suis peu dessus, mais dont mes enfants sont fans. Briscoe, un habitué de cet événement, il est déjà venu 3-4 fois. Briscoe, il vient souvent, c'est très sympa de l'avoir. Donc voilà, c'est des influenceurs qui sont tous ce profil basket pour vraiment la plupart. Donc ça va être un vrai beau match de basket. Et puis en face, on va revoir des Kevin Bichard, on va revoir Desmond Quincy-Jones qui a dit. Bon, on m'a posé une question tout à l'heure. Est-ce qu'Alexis Rambure va porter le maillot En fait, Alexis Rambure, il adorerait porter le maillot à chaque fois, mais il est tellement au four et au moulin que mon état de fatigue à ce moment du match fait que je ne peux pas vraiment livrer une très grande prestation. Puis si tu as vu, de toute façon, il y a écrit SQBB Legend. Donc je suis pas après, le four, c'est tout le reste. C'est le moulin, c'est le terrain. Normalement, c'est le match. Donc normalement, tu devrais pouvoir jouer. Tu serais légitime pour pouvoir jouer. Donc on rappelle que cet événement est ouvert à tout le monde, Alex. Complètement, on a lancé la billetterie, là où tu pouvais voir sur le QR code avoir un accès exclusif. Cette billetterie, de toute façon, c'est simple, tous les bénéfices de ce match-là sont reversés ensuite à une œuvre caritative qu'on est en train de choisir avec Rudy. Donc voilà, on a fait des prix de 5 à 25 €, c'est très abordable, mais l'idée, voilà, c'est de donner un petit coup de pouce aux fondations que Rudy soutient. Bon, c'est un match, mais est-ce que c'est un match traditionnel? Il y aura des choses un peu plus... Le nom du match, c'est Rudy Gobert Jam Session. Et donc une Jam Session, normalement, c'est un buff organisé à la musique. Et donc voilà, en fait, les règles, c'est réunir un petit peu des guests et puis leur proposer un match un peu particulier. Donc en effet, il va y avoir des règles particulières. Ça reste du basket, de panier, un ballon, 4 cartons de 10 minutes, mais avec des bonus-malus que chaque capitaine d'équipe va pouvoir sortir à un moment donné ou à un autre avec des paniers qui comptent double ou des handicaps pour l'autre équipe. Bon, est-ce qu'on aura aussi peut-être la chance de voir d'autres invités surprises? Je pense peut-être à des joueurs NBA, peut-être. Un certain Evan Fournier qui était là il y a 10 ans. Ça, on y travaille. Ça, on va dire que Rudy, il a une petite to-do list et il a 4-5 noms, c'est de son côté. Donc je vais le relancer, t'inquiète pas, dès qu'il sera champion NBA. on croise les doigts. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il reste des places? Je pense que tout est complet, vous êtes déjà sold out. Pour le camp, je parle. Le camp, c'est sold out. Et pour le match? Pour le match, on a déjà vendu plus de 1000 billets, donc on est content, ça s'avance bien. Après, on invite évidemment tous les stagiaires des 2 semaines, plus leurs parents. Donc voilà, grosso modo, on est déjà 1500 personnes dans la salle. La billetterie vient tout juste d'ouvrir, donc sold out, on espère.
Greg, toi tu le connais ce camp parce que ton fils l'a fait à 2 reprises et même qu'il est même parti une fois à Utah. Ouais, il est parti une fois à Utah, ouais. Il est même passé à la télé nationale, pas nationale de là-bas en fait. À 3h du matin, je vois Alexis Rambure au micro en train d'être interviewé avec mon gamin qui était juste à côté. Donc c'était, oui, c'est sûrement c'est un super souvenir pour lui. Et puis voilà, c'était un match, il était à Utah à l'époque, donc dans le froid. Minnesota, tu me diras, c'est pas... C'est la même météo, hein, quasi. Donc oui, c'est des super souvenirs pour les gamins, ils reviennent vraiment, ils partent déjà avec les étoiles dans les yeux, ils reviennent avec les mêmes étoiles. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais le MVP, la meilleure attitude et d'autres sont sélectionnés pour partir une semaine à Minnesota. Ça se passe comment cette semaine, Alex ? Déjà, on leur propose de mener une doudoune, parce que cette année, ils ont eu moins 24 degrés quand ils sont arrivés là-bas. Et en effet, à chaque fois, on a à minima 2 MVP qui partent. On essaie de leur faire vivre un rêve, tout simplement, assister au minimum à 2 matchs de NBA. Donc, pour la plupart, ils n'en ont jamais vu. Mais après, on essaie aussi de visiter le centre d'entraînement, leur faire 2-3 petites sorties un peu sympas. Et ils ont souvent après la surprise d'avoir des places courtside. Donc voilà, c'est passer 4-5 jours de rêve avec eux parce qu'ils l'ont mérité. Ils l'ont décroché lors du camp. Et cet été, autre surprise, on va essayer de réunir tous les MVP depuis 10 ans pour leur faire un petit clin d'œil. On en apprend des nouveautés ce soir. Mais c'est vrai que lorsque Rudy jouait à Utah, ils avaient même la chance, ces jeunes, c'est de dormir chez Rudy. Dormir chez Rudy. Où ils y allaient, du moins, ils sont allés dans sa maison, il y a eu du ping-pong, il y a eu tout ça. Exactement, mais ça c'est toujours un moment qu'on essaie de créer avec Rudy, évidemment. Ça dépend un petit peu de lui, de son emploi du temps. La dernière fois on n'avait pas pu y aller, il venait tout juste d'être papa, ce qui était normal. Mais d'habitude, il adore nous recevoir chez lui et puis nous mettre la tollée au ping-pong. Il joue bien. On va déjà arriver au terme de cette deuxième partie. Alex, qu'est-ce que tu veux nous dire de plus ? Moi, on a toujours tendance à laisser le mot de la fin à notre invité. C'est à toi. Merci une fois de plus de m'avoir reçu sur le plateau. C'est une belle opportunité de promouvoir notre événement. Un grand merci évidemment à tous nos partenaires. Donc j'ai déjà dit, la ville, le département de l'Aisne et la région des Hauts-de-France. On a également Kevin Uriez, faut le souligner, qui est un partenaire fidèle depuis nos tout débuts. Avec un sacré projet qu'il est en train de mettre en place. Sacré projet. Je lui souhaite beaucoup de chance pour ce beau projet, mais également plein d'autres partenaires, la société PMS, les bus Pastel qui nous accompagnent pour sortir tous les jeunes. Donc voilà, c'est un beau projet sans qui, sans tous ces partenaires ne pourraient pas voir le jour. Et nous, comme d'habitude, ma télé, on sera présent sur le camp et peut-être même avec un dispositif un peu particulier pour le samedi 12 juillet où Greg il sera également de la partie. Je voudrais que tu remettes ta chemise de fétiche. Je vais essayer d'être de la partie. C'est pas évident, mais je vais essayer. On doit remonter de vacances exprès. Ouais, c'est ça. Pour ma télé, tu le feras. On essaiera. Non, c'est super. Merci de nous accompagner aussi depuis toutes ces années à ma télé. Et si on arrive à mettre un dispositif spécial autour de ce match du 12 juillet, ce serait génial. Connaissant Bertrand, je pense que ça va le faire. Il est déjà au taquet. On en a même déjà parlé. Greg, je te fais aussi le mot de la fin. Oui, non, mais c'est toujours super de recevoir Alex et puis de parler de ce camp avec cette grosse organisation du camp Rudy Gobert. Et puis, c'est une belle réussite. En fait, à chaque fois, chaque année, vous battez les records et c'est super d'avoir ce genre d'initiative-là avec Rudy qui est vraiment un modèle de travail, en fait. On peut le dire. Il est toujours, en plus il est très résilient parce qu'il en prend quand même pas mal sur les épaules aux États-Unis par rapport à son jeu. Le jeu de pivot maintenant aux États-Unis c'est très compliqué. Pivot défensif c'est encore un peu plus compliqué. Donc il est super résilient, très calme dans ce qu'il fait et c'est vraiment un exemple pour tous ces jeunes du camp de Caen et aussi des jeunes français d'avoir un exemple comme ça. Eh ben, merci beaucoup messieurs de votre présence ce soir. La semaine prochaine, je l'ai dit tout à l'heure, ce sera Benoît Gillet qui sera avec nous, lui qui va jouer dans un peu moins d'1 heure son dernier match sous les couleurs de Denain. Ce sera d'ailleurs son dernier match professionnel avant une retraite, on va dire bien méritée, mais il a déjà d'autres projets en tête. On en parlera avec lui la semaine prochaine. Dont un match le 12 juillet. C'est vrai, il sera là le 12 juillet également, il est sur l'affiche, j'avais oublié. Cette émission, vous la retrouvez en rediffusion dans quelques instants, mais également à 22 h. Passez une très belle soirée, une bonne semaine, et d'ici là, sportez-vous bien. Ciao.